Bonjour, je vais vous parler. J'ai entendu un débat ce matin sur les élections américaines, je crois que c'était sur Radio Notre-Dame, à propos des élections américaines entre Clinton et Sanders pour les primaires démocrates. Et on reprochait à Clinton, à Hillary Clinton, évidemment, de segmenter son électorat, de parler, de dire voilà, il y a le problème des femmes, il y a le problème des noirs, il y a le problème des homosexuels, etc. Et le commentateur sur Radio Notre-Dame disait mais c'est ridicule, il y a des problèmes, on est des êtres humains, il y a un collectif, il y a le peuple dans son ensemble, on ne va pas le segmenter comme ça. Alors moi je pense que ça n'est pas recevable, cette critique. Au contraire qu'il est important qu'une société soit sensible aux problématiques de chaque groupe, au lieu de trouver des solutions qui seraient supposées convenir à tous les groupes. Il y a des problèmes qui sont perçus de manière beaucoup plus délicate par un groupe que par un autre. Même par exemple, il y a dans certains quartiers, je dirais que la population accorde plus à certaines priorités au niveau des valeurs du quartier, de ce qu'il faut investir dans ce quartier, et que dans un autre quartier, ce sont d'autres priorités qui apparaissent. C'est tout à fait normal. Donc je suis totalement opposé à l'idée de recherche de solutions générales pour quoi que ce soit. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, je pense qu'effectivement, il faut ouvrir les yeux, tout simplement. Quand on n'ouvre pas les yeux, quand on est aveugle, donc, littéralement ou par une sorte de cécité mentale, eh bien, à ce moment-là, les choses deviennent beaucoup plus vagues. Et on est dans le déni. Elles sont à la fois très vagues et très complexes, parce qu'on est dans des cas particuliers, mais autrement, on est dans une sorte de brouillard général où tout se ressemble, tous les chats sont gris. Donc, euh, voir, les gens qui voient, une société où les gens voient, une société de voyants, dans tous les sens du terme, sont des gens qui arrivent à se mettre d'accord, finalement. Ils disent ça. Comme on dit, le nez au milieu de la figure, voilà, c'est une évidence. Et ce sont des évidences uniquement pour des gens qui voient bien. Même que par exemple, si les gens sont daltoniens, ben, il n'y a pas l'évidence concernant la couleur de ceci ou cela. Dès qu'il y a un défaut de vision, dès qu'il y a une insuffisance de vision, il n'y a pas de consensus, il n'y a pas d'accord. Et à partir du moment où on ne voit pas les choses, on ne veut pas voir qu'il y a des hommes et des femmes, on ne veut pas voir qu'il y a des noirs et des blancs, on ne veut pas voir qu'il y a des handicapés et des gens qui ne le sont pas. Enfin, on ne veut pas voir parce qu'on ne peut pas voir, parce qu'on ne sait pas voir. À ce moment-là, on va rentrer dans des explications, des discours sur ce qui est à voir, mais qui n'est pas vu, et on peut raconter n'importe quoi. À partir du moment où on passe au niveau du discours et on renonce à l'objet, à l'objectif, à l'objectivité, et on passe donc dans une subjectivité, c'est-à-dire on dit ce qu'on a envie de dire, on parle de ce dont on a envie de parler, on présente les choses comme on a envie de les présenter. À ce moment-là, on peut effectivement nier les différences, puisqu'on ne les voit pas. On ne nie pas les différences, on dit, voilà, on va élaborer une théorie, les êtres humains, voilà, l'humanité, le peuple, etc. On va élaborer des grandes théories comme ça. Et finalement, ces grandes théories vont se substituer à la réalité. Et par conséquent, le monde de la caverne, c'est un monde qui est un monde où l'on ne connaît le monde extérieur, comme dirait Platon, que par des ombres, par des apparences. Et c'est un monde où les gens ne voient pas, parce que dans le monde de la caverne, on est dans la pénombre. Le monde de la caverne est un monde où on voit mal, on voit peu, où on n'a pas besoin de voir, mais on a besoin d'entendre. Alors à ce sujet, je ferai une petite digression, mais enfin pas vraiment. Je dirais que, je le disais d'ailleurs dans une précédente vidéo hier soir, je dirais que dans un monde où l'on ne voit pas, où on ne voit pas bien,
on peut justement supporter la laideur, on peut supporter le mauvais goût visuel. Il y a une très grande tolérance par rapport à ce qu'on ne voit pas bien ou ce qu'on ne perçoit pas bien. C'est pour ça que c'est assez amusant les gens qui parlent de tolérance. On est tolérant que là où on ne voit pas, là où on ne capte pas. Donc quand on ne voit pas, on est tolérant par rapport à tout ce qui se voit, et quand on n'entend pas, on est tolérant par rapport à tout ce qui s'entend. On a un grand mérite à être tolérant dans ces cas-là, vous pensez bien. Alors effectivement, je me suis posé la question récemment, en me disant, après tout, ce qu'on appelle les dissonances, et il peut y avoir des dissonances aussi bien au niveau visuel qu'au niveau auditif. Les dissonances, elles viennent peut-être des personnes qui, justement, n'ont pas ont une grande tolérance par rapport aux dissonances, puisque précisément, ils ont une tolérance par rapport à tout ce qui vient heurter, ce qui pourrait venir heurter la sensibilité visuelle ou auditive. Donc quelqu'un qui n'est pas très sensible sur le plan auditif, eh bien, il va être très tolérant au niveau des dissonances d'ordre sonore. Quelqu'un qui n'est pas très sensible au niveau visuel va avoir une grande tolérance au regard des agressions visuelles, etc., etc. Voilà comment il faut dire les choses. Donc ça revient à ce que je disais tout à l'heure, à savoir que dans un groupe donné, les priorités sont dans un sens, et dans un groupe donné, elles sont dans un autre sens. Dans un groupe qui est trop tolérant au niveau visuel, ce n'est pas la peine d'être très rigide sur le plan visuel. Dans un groupe qui est très tolérant sur le plan auditif, c'est pas la peine d'être très rigide sur le plan, très rigoureux sur le plan auditif, etc., etc. Donc il n'y a pas de politique générale en aucune façon. Et par conséquent, on peut penser que les innovations en termes de discordance, de dissonance, moi-même par exemple je suis compositeur, et quelque part, ce que je fais peut être perçu comme dissonant. Comme je suis un homme, peut-être que je suis très tolérant au niveau des dissonances. Alors que les femmes préfèrent des choses qui sont moins dissonantes. C'est pour ça qu'on trouve essentiellement des femmes dans les concerts classiques, parce qu'elles aiment l'harmonie, elles aiment quelque chose qui soit consonant et non pas dissonant. Et les hommes, eux, ça les excite au contraire d'avoir quelque chose de plus épicé, de plus piquant, de plus dissonant. Et inversement, quoique là, je veux moins d'évidence à ce sujet, mais je peux le supposer, inversement, les femmes peuvent apprécier certaines dissonances visuelles. Par exemple, je dirais que d'une certaine manière, l'habillement féminin est dissonant, en général. Beaucoup plus dissonant que l'habillement masculin. Les hommes ont un habillement beaucoup plus raisonnable, beaucoup plus cadré que les femmes. Donc on dira que la fantaisie visuelle des femmes, n'oublions pas que le visuel est étranger au monde de la caverne, donc au monde des femmes, est lié justement à leur très grande tolérance sur le plan visuel. On est très tolérant auprès des valeurs qui ne sont pas les nôtres. On n'est pas équipé pour réagir, on ne s'immunise pas, on ne se protège pas contre des valeurs qui ne sont pas les nôtres et qui par conséquent sont assez indifférentes. Voyez-vous ? Voilà, je crois qu'on a ainsi recadré les choses, et avec un certain nombre de paradoxes qui font qu'effectivement la dissonance est la contrepartie de la tolérance. Si je suis dans la tolérance, j'admets la dissonance. Là où je suis tolérant, j'accepte la dissonance.